Allô? Ouais, allô, bonsoir, chef frère. Bonsoir frère, comment allez-vous? Ouais, je vais très très bien. Dieu merci. On dit quoi, tu es prêt pour le concert? Ouais, je suis prêt pour le concert. On dit les tickets VIP c'est 100 francs là. Pardon? On dit les tickets VIP c'est 100 francs là. C'est quel concert là? On dit les Maoka et puis les Koya organisent un concert à Odiné. Ah, au dîner, hein? Oui, oui. Ah, Et ça m'étonne, hein? les Ils places, n'auront pas place pour le concert. non, les places ordinaires coûtent 75 et les places VIP 100 francs. Donc, je sais pas. Ah, ok. On va aller comme... C'est comme si on allait au zoo, quoi. On s'en va là-bas comme ça. Ah, ok. Comment ça va, cher frère? Oui, ça va très très bien. Dieu merci, Dieu merci. Donc, bonsoir à tous les élèves de la classe. Bonsoir. Et bonsoir à nos Mao ainsi que nos Chao. Donc, chef frère, vraiment, merci pour encore cette présence-là. Hier, tu nous as donné un petit coup même, on savait que tu étais fort. Oui. Voilà, donc du coup, de ce dont je comptais parler aujourd'hui révèle un intérêt capital dans l'absorption du chômage en Côte d'Ivoire et dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Il s'agit tout simplement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Donc du coup, chers frères, il a dit comme ça que le taux de chômage sur le continent africain est très très inquiétant. Donc, qui dit Afrique, on parle de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est considéré comme l'un des outils les plus durables de création d'emplois. L'importance de l'entrepreneuriat a été soulignée au sommet mondial de l'entrepreneuriat qui s'est tenu en juillet 2015 à Nairobi, en présence du président des États-Unis, Barack Obama, d'entrepreneurs de plus de 100 pays et d'un groupe d'investisseurs américains. Prenant la parole lors de ce sommet, le président Obama a affirmé l'entrepreneuriat crée de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises, de nouvelles façons de fournir des services de base, de nouvelles façons de voir le monde. Il est l'étincelle de la prospérité. Entreprendre en Afrique en général, en Côte d'Ivoire en particulier, s'apparente à un parcours du combattant. Les obstacles sont de différentes natures, un environnement des affaires peu favorable, des formalités administratives lourdes, un contexte politique difficile, ainsi que le poids de la culture et de la société. Donc, chers frères, je comptais un peu développer ces différents obstacles cités dans ma lecture, c'est-à-dire au niveau de l'environnement des affaires, de la formalité administrative lourde et au niveau du poids de la culture et de la société. Donc, en ce qui concerne l'environnement des affaires qui est peu favorable au développement de l'entrepreneuriat en Afrique en général, en particulier en Côte d'Ivoire. Donc, son Excellence, Monsieur le Président de la République, sachant qu'en Afrique, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara, sachant qu'en Afrique, la plupart des économies sont plus consommatrices que créatrices de richesses. Lorsqu'il était Premier ministre en 1993, le président de la République visionnaire qu'il est a conduit les réflexions techniques et les orientations stratégiques aboutissant à la création par décret numéro 93-773 du 29 septembre 1993 du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, abrégé CPICI. Aujourd'hui président de la République de la Côte d'Ivoire depuis 2010, il a défini une vision claire et partagée par tous, en parenthèse, fait de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Il a mis en place deux stratégies. Il s'agit des plans nationaux de développement appelés PND 2012-2015
PND 2016-2020. Le PND 2012-2015 avait pour objectif de poser les bases d'une Côte d'Ivoire émergente. Et le PND 2016-2020 avait pour objectif la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation. Donc, en groupe, mes résumés, c'est une manière de vous dire aujourd'hui, ce soir, que le président de la République, il est visionnaire, il était visionnaire depuis 1993 lorsqu'il occupait la fonction de Premier ministre. Donc aujourd'hui, cette croissance à 2 chiffres qu'on a atteint dans si peu de temps, c'est-à-dire pendant 11 ans, et qu'aujourd'hui, tout le monde entier est unanime sur les compétences du président de la République, c'est parce que c'est quelque chose qui a été préparé depuis qu'il était Premier ministre. Donc le président de la République, depuis qu'il était Premier ministre, il pensait déjà à l'entrepreneuriat des jeunes Ivoiriens. Donc en ce qui concerne, à ce côté-là, on a aussi la promotion de l'entrepreneuriat sous les Ouattara. Des dispositifs d'accompagnement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire ont été mis en place. Il s'agit de la CPC qu'il a créée en 1993. Ouattara est venu sortir le CPC du coma datant depuis 1993. Parce que toutes ces personnes, tous ces présidents qui sont passés avant lui, le CPC, ils ne savaient pas que c'était un outil de développement économique de la Côte d'Ivoire. Mais il fallait que Ouattara, qui a créé sa chose, puisse utiliser cette chose-là pour nous donner toutes ces routes, tous ces développements. Donc aussi, à la CPC, vu l'urgence de la chose, tellement il tenait à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent et un pays dans lequel les jeunes vont énormément entreprendre, il y a eu aussi la création de l'Institut ivoirien de l'entreprise, abrégé INIE, chargé entre autres de concevoir et de mettre en œuvre des programmes visant à promouvoir l'esprit d'entreprise et de gérer les programmes spécifiques destinés aux jeunes entrepreneurs. Maintenant, en ce qui concerne, donc en gros ça veut dire que nous avons vu dans un premier temps, chers frères, les difficultés que rencontrent les pays africains. Et ces difficultés-là, on a un environnement des affaires qui n'est pas favorable au développement de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Mais au vu de tout ce que je viens de lire, le président, il a saigné d'abord ce premier obstacle. Maintenant, le deuxième obstacle dont j'avais parlé, qui faisait barrage au développement de l'entrepreneuriat en Afrique, c'était le financement de l'activité des jeunes. Donc, qu'est-ce qu'on dit en général, ce qui se passe de façon générale en Afrique? Il est dit qu'en Afrique, considérant la faible popularité de l'entrepreneuriat sur le continent, les entrepreneurs africains ne peuvent pas compter sur des business angels ou sur les aides publiques. Quant aux banques, elles ne sont guère enclines à octroyer des crédits professionnels. Le manque de visibilité sur la qualité des startups et PME, c'est-à-dire petites et moyennes entreprises, n'incitant pas ces banques à prendre des risques. Le marché des capitaux en Afrique, de son côté, n'est pas adapté à ces acteurs de moindre envergure, qui ne peuvent non plus s'adresser aux fonds d'investissement, faute de moyens pour payer des tickets d'entrée. Restent les organismes de microfinance, mais qui n'octroient que... Allô? Oui, on vous écoute. Voilà. Donc j'étais sur les marchés publics, ok. Donc il ne reste que les organismes de microfinance, mais qui n'octroient que de faibles montants à des taux d'intérêt extrêmement élevés.
Ça, c'est le constat général en Afrique. Mais notre guide bâtisseur, connaissant ce problème-là, pour faire face à cette difficulté de financement des activités des jeunes, le président de la République a dédié un budget de plus de 50 milliards pour l'emploi des jeunes. Donc, toutes ces personnes qui nous écoutent, si nous bombardons tout le temps Mamadou Touré, c'est parce que le président a fait énormément d'efforts et lorsqu'on n'a pas de résultats sur le terrain, ça fait très mal. Donc, qu'est-ce que le président de la République a fait encore? Le CPC qu'il a créé en 1993, il a sorti le CPC de son coma dans les années 2010. Le président de la République, dans son envie de faire que les jeunes de Côte d'Ivoire puissent être à l'image des jeunes des pays développés, des pays qu'on envie, le président de la République a augmenté le champ d'action du CPC en mettant en place un dispositif d'accompagnement des startups. Donc, le dispositif d'accompagnement des startups en Côte d'Ivoire se décline comme suit. Création formelle de l'entreprise. En 2, protection juridique du concept du projet auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Affiliation à un centre de gestion agréé pour suivi comptable. Élaboration du business plan. Élaboration d'un dossier de demande d'agrément à l'investissement. 6, recrutement de personnel. 7, formation et renforcement de la capacité du promoteur de ses agents. 8, acquisition d'outils et d'équipements. 9, élaboration d'un plan de marketing et de communication. 10, accompagnement dans la mise en œuvre d'actions commerciales, conquête de parts de marché, en parenthèse. 11, accompagnement dans la recherche de financement et de partenariat. 12, accompagnement dans le processus de certification ISO 9000 de qualité. Donc ça veut dire que quoi? Notre président de la République, il a instruit l'outil qu'il a créé depuis 1993, aujourd'hui de passer à la vitesse supérieure en accompagnant les jeunes dans la création dans la création dans la création d'entreprises, en déclinant une certaine mission. Et ce sont ces différentes missions-là que je viens de citer. Donc, voilà. Donc, ce sont ces différentes missions-là que je viens de citer. Maintenant, le dernier point, c'est-à-dire le dernier obstacle que rencontre, comment dirais-je, l'Afrique en général, dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on appelle les freins culturels et sociaux. Donc, pour comprendre cette dernière partie-là, effectivement, il faut comprendre, mais pourquoi aujourd'hui, en Afrique, le président Barack Obama, il parle de l'entrepreneuriat en Afrique. Toutes les grandes institutions du monde s'invitent dans ce débat-là parce qu'ils savent que ils ne font que jurer par l'entrepreneuriat afin de pouvoir résoudre le taux de chômage en Afrique. Surtout au niveau de la jeunesse, parce que vous avez dit tout de suite, où vous avez défini, lorsqu'on a une population qui est âgée, plus de 70% de cette population qui est entre 15 et 35 ans, donc ça c'est un bonheur, c'est ce que tout le monde recherche aujourd'hui, mais l'Afrique dispose de cette population jeune-là. Donc, pas jeune entrepreneur, on attend toute personne entre 15 et 35 ans qui fait preuve d'innovation, d'initiative, de créativité et de prise de risque dans la mise en route d'une activité. Pourquoi? C'est encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes. D'abord, c'est pour absorber le chômage. Comment est-ce qu'un jeune, lorsqu'il crée son entreprise là, comment est-ce qu'il sort d'autres jeunes du chômage? Le fait que le jeune se lance dans la création d'entreprises
permet de résoudre certains problèmes liés au chômage et qui touchent particulièrement la jeunesse, tels que la délinquance, la paupérisation d'une communauté. Soutenir la création d'entreprises sur les jeunes a donc un impact social fort, puisqu'il permet de créer de l'emploi, en particulier sur les jeunes marginalisés. Un jeune entrepreneur aura toujours tendance à recruter ses premiers collaborateurs dans son entourage géographique, proche et appartenant à la même tranche d'âge que lui, voire plus jeune que lui. Donc, chers frères, c'est un peu ça aujourd'hui de ce dont je voulais vous parler dans un premier temps. Maintenant, dans un second temps également, dans ma présentation, effectivement, donc le président de la République, tellement il tient également à ce que les jeunes puissent, puissent s'intéresser à cette histoire d'entrepreneuriat. Surtout le frein culturel et social, vraiment c'est quelque chose qui est très difficile à éradiquer afin de pouvoir permettre aux jeunes de s'intéresser à l'entrepreneuriat. Il est même dit que le frein culturel et sociaux est le premier obstacle que rencontre le porteur d'un projet de création d'entreprise. Est sa propre capacité à faire preuve de sérieux, de rigueur, de persévérance. Surtout l'entrepreneur, ayant choisi cette voie comme transition, en attendant de décrocher un poste dans le secteur privé ou dans l'administration, ce dernier n'a pas en lui la vocation qui lui donnera le courage de résister à la pression, surmonter les difficultés et mener son projet à bien. Il faut également souligner la résistance de l'entourage. En effet, aussi bien le jeune actif ayant achevé ses études que le salarié désireux de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale se verront opposer des risques que représente une telle démarche. Ainsi, il sera poussé vers la recherche du travail sérieux et au moins pourra monter son affaire comme activité secondaire. Il perdra un soutien pourtant essentiel ainsi qu'un levier de motivation indispensable à son succès. C'est vraiment cette partie-là, quand je lis, j'ai les larmes aux yeux. Parce que la plupart des personnes qui dirigent les fonds des jeunes, là, ils savent que c'est le véritable problème de nos jeunes aujourd'hui. Mais là, par mauvaise foi, ils ne veulent pas se concentrer sur l'essentiel. Par mauvaise foi, chers frères, ils ne veulent pas se concentrer sur l'essentiel. Comment admettre qu'un ministère comme Mamadou Touré, on voit des listes où des noms se répètent à chaque fois, des personnes même qui ont reçu l'argent avant leur date de naissance. Donc, chers frères, ça fait très mal. Ça fait énormément mal. Ils se servent de ce complexe-là, car les jeunes aujourd'hui, les jeunes ne se font pas confiance aujourd'hui. Pourquoi les jeunes ne se font pas confiance? Parce que il n'y a personne pour mettre ces jeunes-là en confiance. Mais le président de la République, sachant ça, il a demandé à la CPC de faire aussi la promotion de l'entrepreneuriat dans les régions de la Côte d'Ivoire afin de développer des investissements directs nationaux. À ce fait, un partenariat a été établi avec l'Association des régions et districts de la Côte d'Ivoire afin de s'appuyer sur
les collectivités territoriales. À ce titre, le CPC a participé au forum économique du festival de Nia Dali dans la région du Tongui et à l'atelier dans la région de Lindini Chouaplin en vue d'informer nos jeunes et les femmes sur l'autonomisation par l'entrepreneuriat. Et dans cette même dynamique, l'Institut ivoirien de l'entreprise a développé un programme sur les très petites entreprises qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat au niveau auprès des jeunes et des femmes défavorisées dans le but de leur procurer un revenu régulier. Donc, chers frères, aujourd'hui, quand on regarde tout ce que le président a mis en place, la Côte d'Ivoire ne fait même pas encore partie des top 10 des pays les plus entrepreneurs en Afrique. Malgré tout ce que le président a mis en place. Quand on vient sur le classement des pays dans lesquels les startups sont en vogue, je répète, la Côte d'Ivoire ne fait pas partie des top 10. Le premier pays aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud. Le deuxième pays, c'est la Tunisie. Le troisième pays, c'est le Botswana. Le quatrième pays, c'est la Namibie. Le cinquième pays, c'est l'Algérie. Le sixième pays, c'est le Maroc. Le septième pays, ça va vous étonner, mais c'est la Libye. Mais qu'est-ce qui est écrit? On dit certes, la Libye a subi un coup dur dans son environnement politique et sécuritaire récemment. Cependant, cela n'a pas empêché les dirigeants du pays à concentrer leurs efforts pour restaurer l'environnement entrepreneurial et le paysage économique de la Libye. Le huitième, c'est le Nigeria. Le neuvième, c'est le Gabon. Le dixième, c'est l'Égypte. Le onzième, c'est le Swaziland. Le douzième, c'est le Ghana. Le treizième, c'est la Zambie. Le quatorzième, c'est le Kenya. Et le quinzième, c'est le Sénégal. Donc, chers auditeurs, nous connaissons déjà les coupables de cet échec-là. Donc, comme éclaireur le dit tout le temps, si on vient, on dit, on parle tout le temps qui est ministre, c'est parce qu'on a quand même quelques preuves. Et moi, depuis maintenant près de 2 semaines, j'ai essayé de colmater un peu sur Internet et essayer de les présenter à tout le monde pour que chacun puisse voir un peu les efforts que le président de la République fait. Mais comme on le dit toujours, on a toujours des bras cassés. Donc ça veut dire qu'en gros, malgré tout ce gros dispositif-là, mis en place par le président de la République, le président de la République a encore nommé des ministres. Et ces ministres sont les suivants. Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle. Monsieur Emmanuel Esmel, ministre de la promotion de l'investissement et du secteur privé. Monsieur Félix Anoblé, ministre de la promotion de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Monsieur Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Donc, malgré qu'on a mis encore tous ces ministres à ces dispositifs-là, la Côte d'Ivoire ne fait pas partie du top 10. Donc, c'est vrai que ça fait très mal. Donc, c'est maintenant, aujourd'hui, que le président de la République, là, certaines personnes là, maintenant, les résultats, on doit mettre devant pour les chasser du gouvernement-là, afin que nos petits frères, nos sœurs, ainsi que nos mamans, puissent réellement se sentir à l'aise en Côte d'Ivoire. Parce que ces personnes-là, ce sont des censures du développement économique de la Côte d'Ivoire. Tous ces investissements qui ont été effectués, chers frères, ça s'estime aujourd'hui à près de 84 milliards. Mais ces ministres-là, comme Mamadou Touré, pour lui, ce qu'il met dans la tête des jeunes, on vient vous donner l'argent, quoi. Les jeunes, là, dans leur tête, on vient me donner l'argent, c'est comme si on me donne l'argent, il n'y a pas d'objectif à atteindre. Pourquoi on demande aujourd'hui à ce que les jeunes puissent s'intéresser à l'entrepreneuriat? Attendez, le président de la République, lui, va venir donner près de 50 milliards pour l'emploi des jeunes, sans avoir retouché investissement.
Mais tout ça, là, c'est pour créer des richesses en Côte d'Ivoire, de telle sorte à ce qu'un jeune, là, s'il reçoit peut-être 2 millions, là, qu'il emploie peut-être 2 à 3 personnes, qui va déclarer auprès de l'inspection du travail, de telle sorte à ce que, là, dans son salaire qu'il va gagner, là, l'État puisse prendre sa part dans le salaire de ce jeune-là. Donc, raison pour laquelle on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui au niveau des jeunes. Mais quand il y a des ministres comme Touré Mamadou, chef frère, j'ai envie de te mettre une balle dans la tête. Donc, c'est ce que je tenais dit ce soir. Si vous avez quelque chose à rajouter, je vous écoute, cher Claire. Vraiment, cher frère, vous avez tellement bien pris le temps de détailler que maintenant, certaines personnes vont comprendre beaucoup de choses. Et il y a notre frère Moussa Bakayoki qui posait la question de savoir quels sont les modèles utilisés par les pays qui sont en bonne position sur la liste pour atteindre leurs résultats. Et effectivement, je me souviens qu'une fois j'ai posé cette question-là à Mamadou, c'est sur quel modèle économique ils sont en train de fonctionner. Ils n'ont jamais pu donner des résultats. Puisqu'il n'y a pas de stratégie, c'est la même stratégie, on a donné l'argent aux jeunes, et puis après, bon, on passe à autre chose. Et pour nous, c'est vraiment un dossier qui est tellement technique. Et il fallait tellement réussir, comme je l'avais déjà dit préalablement, avec la jeunesse, qu'aujourd'hui, ça fait réellement froid dans le dos. Et on est là, on regarde la situation. Et ça nous fait rire quand on entend certains dire c'est parce qu'il a réussi qu'on lui a encore donné des financements. Non, mais quelqu'un peut aussi échouer, mais on lui donne des financements pour pouvoir aussi corriger. Cher frère, si je ne me trompe pas. Oui, c'est pas faux. Parce que quelqu'un peut avoir échoué, mais puisqu'on est déjà engagé dans un processus, on peut vouloir coûte que le projet vienne pour produire des résultats. Puisque c'est de l'argent qui a été donné, il va falloir payer. Et donc, soyons un peu sérieux dans les jugements. Si la Côte d'Ivoire était bien logée, le résultat que vous venez de dire dans les pays les mieux logés en termes dans l'entrepreneuriat et des conditions, même sinon juridiquement parlant, le président a mis en place tout ce qu'il faut. Et il a même créé l'environnement avec le ministère de l'Emploi jeune. Mais c'est ceux qui ont été mis à la tête qui ont été défaillants. Et eux-mêmes, la simple question de savoir sur quel modèle ils fonctionnent. Est-ce qu'ils fonctionnent sur le modèle libyen? Est-ce qu'ils fonctionnent sur le modèle ghanéen? Est-ce qu'ils fonctionnent sur le modèle sud-africain? Est-ce qu'ils ont pris le temps de savoir? Est-ce qu'ils ont pris le temps de faire un travail sur l'environnement? Ceux qui sont financés là, est-ce qu'on calcule les risques en termes de pertes et de gains et en termes d'employabilité après que ces sociétés-là puissent, ou même ces entreprises soient stabilisées? Voilà toutes les questions qu'il fallait étudier. Et non, les gens veulent nous ramener à une question qui navigue dans le dilatoire. Non, c'est parce que vous êtes des gens méchants, c'est parce que vous êtes grincheux, c'est parce que c'est comme si... Non, nous n'en avons pas besoin. Mais si on ne règle pas le problème de la jeunesse, c'est une bombe à retardement qu'on met sur notre propre dos. Si tu vois aujourd'hui les Occidentaux venir pour essayer d'aider, ce n'est pas par gentillesse, ce n'est pas par altruisme. C'est parce qu'eux aussi sont en situation. Ils veulent aujourd'hui que ces jeunes-là aient une raison de vivre dans leur propre pays. Plutôt que de prendre la mer pour aller encore envahir l'Occident aujourd'hui qui se cherche. Et donc là, leur position et les financements qu'ils donnent là, ce n'est pas parce qu'ils sont devenus subitement gentils, mais c'est parce qu'ils veulent eux-mêmes que les pays africains trouvent une certaine solution à l'encadrement de leur population qui est très jeune. Voilà la réalité en face. Malheureusement, si d'autres pays ont pu réussir et que ces pays existent sur la terre, on ne peut pas accepter que la Côte d'Ivoire n'ait pas pu réussir. Et on ne peut pas accepter que ces mêmes personnes-là nous fassent dans du dilatoire en ramenant le débat pour dire non, 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 c'est parce que vous êtes des jaloux. Bon, on est jaloux, il n'y a pas de problème. Donnez-nous le résultat. Prenez des gens, des modèles de réussite, présentez-les-nous. Jusque-là, jamais. Mais toi, tu dis que tu as fait quelque chose qui est bien. On te dit, bon, tout ça même, c'est long. Nous, on t'a montré toutes les preuves qu'on avait. Tu n'as pas pu démanteler nos preuves pour dire que c'est faux. On dit tout ça là, on laisse. Il faut amener des modèles de réussite. Mais c'est parce que vous n'avez aucun modèle de travail que vous ne pouvez pas montrer des modèles de réussite. Et le seul modèle que vous aviez pu montrer, malheureusement, lui aussi, il vient de dire que depuis que vous lui avez donné l'argent, lui, il n'était pas au travail. Et que c'est maintenant, en 2022, là, en mars, là, que lui veut travailler maintenant. Après une somme faramineuse de 25 ou 27 ou 30 millions, c'est selon que vous rencontrez des personnes, on vous dit c'est 30 millions, d'autres disent c'est 27, d'autres disent c'est 25 millions.
Et donc, chers frères, ça veut dire que ce n'est pas sérieux. Sinon, Mamadou Touré pouvait nous prendre la liste. Dougouti, voilà ce que je t'ai donné. Point. Voilà ça. Mais pourquoi refuse-t-il de le faire? Ça veut dire qu'il n'y a pas un modèle sérieux. Sinon, tout ça là, c'est long. Montrer la preuve de ce que le monsieur... Je n'ai pas dit qu'il n'a pas reçu, mais qu'il a reçu. Mais aujourd'hui, il y a polémique entre celui qui donne et celui qui a reçu. Et celui qui a reçu le don dit qu'il n'était pas dans la disposition de travailler. Quand quelqu'un vient en 2022 me dire que c'est maintenant que lui veut travailler, ça veut dire au moment où il a reçu le don, il ne voulait pas travailler. Et donc, c'est sur quelle base on lui a remis l'argent? Quelqu'un qui n'était pas dans les dispositions de vouloir travailler. Et ça fait peur, chers frères. Est-ce que ceux aussi qui ont reçu l'argent, là, ce n'est pas dans le même état d'esprit qu'ils sont? De ne pas vouloir travailler. Ils sont dans le même état d'esprit que... Justement. C'est un cadeau pour boire bière. Et c'est ce modèle-là que nous critiquons. Et le pire dans l'affaire, c'est nous, c'est vous, chacun de nous, qui sera tenu de payer ces sommes-là. Et quand on me fait le discours réducteur, non, c'est parce que ça a été un modèle de réussite. Frère, on t'a demandé le modèle de réussite, il faut nous montrer. Tu as été incapable. On dit, bon, il faut nous prendre un ou deux éléments, tu nous montres. Et puis tout le monde va aller voir. Ça n'a pas été possible. Mais quelque chose qui n'a pas été un modèle, c'est que ça a été un échec. Et ayons donc le courage. Ok, vas-y. Non, c'est pour peut-être essayer de répondre à la question du frère, je vais lire juste un paragraphe. Vous savez, il est écrit qu'en Ouganda, les jeunes constituent plus de 75% de la population ougandaise. Donc, qu'est-ce que l'Ouganda a fait pour pouvoir faire face à l'absorption du chômage? L'Ouganda a remodelé son système éducatif afin d'inclure l'entrepreneuriat au nombre des disciplines enseignées dans les lycées et les collèges. En outre, avec l'aide du système privé et des agences de développement, le gouvernement a mis en place des centres d'information, de communication et d'innovation technologique qui permettent aux entrepreneurs de créer de jeunes entreprises prospères. Voilà. Chers frères, tous ceux qui comprennent français ont compris. Ça veut dire, je vais expliquer ça de façon très prosaïque. Ça veut dire, nos économies africaines là, c'est les blancs su aujourd'hui. Et quand les blancs sont partis là, le modèle de l'administration qu'ils nous ont laissé là, tu t'en vas à l'école, tu gagnes diplôme, et puis maintenant on te paye avec, on te donne un travail sur la base de ton diplôme là. On dit l'Ouganda là, eux ils ont regardé et disent, si on fait ça, on ne pourra pas réussir avec notre jeunesse, qui est la majeure partie, tu as dit 75% je pense. Oui, 75% de la population. Ils disent maintenant, voilà ce qu'on va faire. À l'école là, dès que l'enfant rentre à l'école là, nous, on va faire des métiers déjà, on va faire des disciplines, on va faire des matières. Comment faire un business, comment monter une entreprise, comment devenir ton propre patron. Depuis qu'il rentre au CP1 là, jusqu'à ce qu'il arrive au CM2, jusqu'à ce qu'il arrive en terminale là, lui-même il sera déjà prêt. Il sera dans les conditions de pouvoir créer quelque chose pour lui sans compter. C'est ce qu'on appelle un modèle. C'est ce qu'on est en train de t'expliquer là. Et si tu as compris ça, ça c'est un modèle de développement. Parce qu'il faut d'abord reconfigurer même le modèle psychologique même des citoyens. Et donc je crois que la question, vous l'avez bien répondu dans cette partie-là. Voilà. Et vraiment, merci beaucoup. Chef, je vais boucler rapidement, si ça peut peut-être aider tous nos auditeurs. L'entrepreneuriat, il y a différents types d'entrepreneuriat. Mais pour l'instant, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas quel est le modèle d'entrepreneuriat qui est utilisé en Côte d'Ivoire ou bien qui est encouragé par notre gouvernement. Donc, il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat par fonction de franchise. Ici, c'est un système dans lequel nous avons un rapport de franchiseur, entreprise fonctionnant de manière autonome et de franchisé. Franchisé, c'est-à-dire entreprise constituée qui dépend des autres. Pour faire simple, le franchisé propose au franchiseur d'être un distributeur de ses produits. On a un deuxième type d'entrepreneuriat
appelé entrepreneuriat par essaimage, pardon. Dans ce cas présent, le salarié quitte carrément l'entreprise, il est pour créer, dans ce cas présent, le salarié quitte carrément l'entreprise, il va créer son entreprise, celle-ci propose un service dont son ancienne entreprise a besoin. Ce qui font généralement, cela sont des gens expérimentés. Donc ça, c'est le deuxième type d'entrepreneuriat, c'est-à-dire je quitte mon entreprise et je crée mon entreprise, mais je propose mes services à mon entreprise que j'ai quittée. On a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Voilà, ce qu'on appelle effectivement, c'est ça, on appelle ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Je dis bien l'intrapreneuriat. Il peut arriver que le salarié d'une entreprise ait une idée d'entreprise. De cette idée se retrouve être innovante. L'entreprise se propose à ce salarié de le financer, mais son service qu'il souhaite fournir restera un bien de l'entreprise. Ces salariés sont généralement des cadres qui sont des experts de leur domaine. Donc ça veut dire que quoi? Moi je peux être dans une entreprise, mais j'ai quelque chose d'innovant à apporter à l'entreprise. Donc ça veut dire que je peux vendre ça à mon entreprise. Donc ça veut dire que ces personnes deviennent cadres dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle intrapreneuriat. Il y a ce qu'on appelle aussi l'entrepreneuriat ex nihilo. C'est le type d'entrepreneuriat le plus plébiscité aujourd'hui. Il consiste à faire éclore une idée qui répond à un besoin bien défini. C'est un travail de longue haleine car on reprend à zéro et dans un marché qu'on ne maîtrise pas toujours. Donc j'ai l'impression que c'est ce qui est fait en Côte d'Ivoire. L'entrepreneuriat ex nihilo. Ex nihilo, oui, oui. C'est-à-dire à partir il y a de... ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. C'est un type d'entrepreneuriat essentiellement consacré au peuple. On ne cherche pas à faire beaucoup de profit parce que la cible visée n'est pas assez nantie. L'argent produit permet d'assurer le service dont bénéficieront ces populations ciblées. Donc, chers frères, c'est ce que je comptais ajouter avant de céder l'antenne. Merci beaucoup, cher frère, pour ce brillant travail. Et pour vous dire la vérité, l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, c'est le dernier modèle ex nihilo qui est basé sur l'entrepreneuriat, sur le hasard. C'est-à-dire que quelqu'un vient à partir d'un modèle, il essaie comme ça. Si ça prend, c'est ça. Si ça ne prend pas, on passe à autre chose. Et pour te laisser, il y a Fatouma qui disait tous ceux qui ont détourné doivent rembourser. Et il y a notre frère Kone Adama qui disait que M. Mamadou Touré devrait rembourser toutes les sommes qui sont en ce moment manquantes au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, soit 45% des fonds, ce qui représenterait près de 38 milliards 700 millions de francs CFA. Et donc, chef frère, vraiment merci beaucoup. Je vous en prie. Je crois qu'après, on va couper cette séquence-là, la mettre spécialement à côté pour que les gens puissent s'en inspirer. Ça a été une très belle intervention. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour ce beau travail. Et très belle soirée à vous. Merci. Merci. Bonne soirée à tout le monde. À vous pareillement. Allô? Allô? Oui, bonsoir, chef frère. Bonsoir, chef frère. Comment ça va? Ça va, chez toi? Oui, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Dieu merci. Oui, oui. Ok, merci.
Il n'y a pas de moi problème. intervenir Mhm. et apporter ma participation à la construction même de notre nation dans une paix de conscience. Mhm. Donc je te dis bonsoir à toi, bonsoir à toute ta classe. Enfin, je vais me pencher sur l'interpellation de nos autorités par rapport à la communication de Gbagbo. Mhm. Parce que hier, on a eu à signaler comme ça d'autres pages, mais les gens nous ont dit que c'était des communications poubelles, parce que quelque part c'était dans un monde virtuel et puis ça n'avait pas de sens. Mais aujourd'hui, ça c'est pas dans un monde virtuel. Ça se passe devant tout le monde en Côte d'Ivoire. Et nous tous, on sait combien de fois la population a été manipulée par un truc dont la population même ne maîtrisait pas. Et que tu as fait bien comprendre comme ça aux gens que c'était un truc voilà, intellectuel. Malheureusement, d'autres l'ont utilisé auprès d'une autre population qui n'était pas avertie. On a vu ce que ça a provoqué. Donc, est-ce qu'on doit toujours s'asseoir pour regarder celui-là même manipuler les gens, essayer de prêcher comme ça cette mauvaise communication-là et attendre de voir les résultats avant de pouvoir intervenir? Nous, on ne peut que les interpeller. Parce que cette communication, ce que ça a provoqué depuis sa création dans la scène politique, nous tous, on a fait le bilan ensemble. Est-ce qu'on veut être les médecins, sinon les médecins après la mort? La question est posée. Parce que celui-là nous montre par A plus B qui n'a rien appris. Il ne peut rien laisser aussi comme relève pour ceux-mêmes qui l'ont fait confiance. Et j'ai aimé aussi ta réponse sur la question de oui, mais est-ce que Sorokium n'est pas aussi un danger pour tout? Mais Sorokium, la communication de Sorokium aujourd'hui se reflète à la communication de qui? Ou bien à la manière même de faire la politique de quelle personnalité en Côte d'Ivoire? Personne ne peut me dire qu'il s'inspire du président, parce que ce niveau-là le dépasse, vu que c'est un sac vide. Et c'est même pas un bon tricheur. Donc, lorsque quelque part on va montrer à Gbagbo qui est en Côte d'Ivoire là-bas, que non, la politique, on doit faire la politique autrement, la population n'a plus besoin de ça, parce que ce n'est pas une solution pour un lendemain meilleur pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une solution pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une solution où l'Ivoirien du Nord pourra s'installer comme ça dans le sud ou bien dans n'importe quelle région de la Côte d'Ivoire et se sentir chez lui. C'est si ça on interpelle notre autorité. Mais si on laisse ce monsieur-là continuer dans ça, alors qu'est-ce qui empêche d'autres personnes à s'inspirer de cette mauvaise manière-là pour devenir comme ça des personnages, des personnalités publiques? Rien ne les empêche. Les histoires de diffamation, on peut créer des lois vite fait pour pouvoir condamner les gens avec. Les histoires de blasphème, on peut interpeller des gens. Je ne suis pas pour le monsieur peut-être qui se fait passer pour Jésus aujourd'hui, parce que c'est quelque part blasphémé, même si on est dans un pays laïque, où chacun est libre de croire ou de ne pas croire, et même ceux qui veulent croire, ils vont croire à ce qu'ils veulent, ils prennent ça comme religion. Donc je ne suis pas pour ce monsieur qui se fait passer comme ça pour, voilà, pour Jésus. Mais au nom de cette laïcité-là, voici où ça nous amène. Mais si on arrive à faire parler la loi en un temps record à travers la convocation de certains prêtres ou certains pasteurs, ça c'est question de choix religieux. Et c'est question de dignité par rapport au blasphème même que peut-être ce monsieur-là va venir faire à l'égard même de la religion des autres. Mais ce qui met la vie même des Ivoiriens et de toute la population en danger, parce que quand il y a affrontement,
combien de morts on doit compter encore à travers cette mauvaise communication. Donc, vu tout ça, qu'est-ce qui les empêche d'interpeller celui-là? Parce que son titre d'ex-président ne va pas primer sur la vie de combien de millions d'habitants. Ou on doit toujours faire des deals politiques, le laisser en train de faire ça, parce qu'il y a un deal politique qui nous dise la vérité. Et on ne veut plus aussi que les gens ils viennent nous dire comme ça, ah vous avez vu sa manière de communiquer, alors donnez-nous une autre chance encore de toujours gouverner, sinon vous voyez sa manière de communiquer, il va toujours venir diviser. Est-ce que c'est une stratégie politique même? Alors si c'est une stratégie politique, moi je vais considérer ça comme une stratégie politique primaire, qui n'est même pas réfléchie, qui n'est pas intellectuelle. Allons à un niveau intellectuel, un niveau plus élevé, où les gens vont se creuser la tête pour trouver des solutions. Que de toujours nous ramener sur des trucs identitaires qui va toujours créer les mêmes résultats. Maintenant, je remercie aussi le fait qu'il vient de passer par rapport à sa démonstration et l'interpellation de Mamadou Touré. C'est ce qu'on dit sur cette plateforme-là. Parfois critiquer, si les gens veulent prendre ça dans le sens de dénigrer ou truc, alors ils se sont trompés. Parce qu'on dit toujours, il n'y a jamais de perfection sans critique. Tu peux avoir de bonnes idées, mais les critiques des autres, peut-être même qui sont pas supérieurs à toi par rapport à un bagage académique, mais peuvent t'apporter d'autres visions de la chose, peuvent te faire voir les choses sur d'autres angles. Aujourd'hui, regarde avec la crise de l'Ukraine avec la Russie. On nous parle de crise alimentaire et tout. Alors qu'en Afrique, on a des terres. Mais s'il y a des subventions aujourd'hui, pourquoi parfois même ne pas influencer même le choix d'orientation de certaines personnes qui viennent avec des projets? Parce que si on veut investir, ou bien on veut financer tous ceux qui viennent présenter leurs projets, mais quand on étudie ce projet-là, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne dedans sur de long terme et même de court terme? Ça se fait dans les pays développés. Lorsqu'ils ont besoin de main-d'œuvre, parfois même des gens sont régularisés par rapport à ça. Lorsqu'ils sont en manque de main-d'œuvre dans tel domaine et qu'il y a des gens qui sont sollicités dans ce domaine-là, on essaie de les régulariser facilement parce que ce domaine-là apporte quelque chose à l'économie du pays. Donc, si ces personnes-là pourront booster ce travail-là pour pouvoir apporter quelque chose à l'économie du pays, donc les choix parfois sont même influencés pour orienter des gens dans un besoin bien précis. On voit des vidéos où peut-être des vieilles femmes ont des coopératives qui n'ont même pas un fonds de démarrage de 50 000 francs CFA. Pourtant, elles arrivent à produire pas mal de choses, que ce soit tomates, que ce soit arachides, pas mal de produits vivriers. Mais imagine si on essaie de subventionner ces femmes en coopérative, combien de fois elles vont donner plus de résultats? Ce qui même va amener peut-être les enfants qui fuient les villages aujourd'hui pour venir vers la ville, qui est l'exode rural, ce qui va amener les enfants à s'intéresser un peu à la culture, parce que c'est vu les conditions dans lesquelles leurs parents travaillent que peut-être ces enfants-là n'ont pas d'amour pour pouvoir se retourner à la terre. Même si on ne fait pas industrialiser, mais on peut apporter des choses pour pouvoir faciliter la tâche aux gens et donner pour qu'on puisse avoir plus de résultats, et c'est le pays qui sera gagnant. Voilà pourquoi on interpelle le ministre. Et ces aboyeurs qui vont venir parce qu'ils reçoivent quelque chose, alors que quelque part, la manière de faire, on peut considérer comme un sabotage parce que les résultats, jusqu'à preuve du contraire, on les demande. De la manière ils ont fait la pub de Toulouse, qu'ils fassent la pub de d'autres jeunes qu'ils ont financés comme ça et qui seront des exemples à encourager
la jeunesse. Ils n'arrivent pas à nous montrer ça. Et ce n'est pas l'intervention où ils viennent nous prendre comme des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, que le bout de leur nez. C'est ce qui nous amène à dénoncer ou bien à les interpeller d'une autre manière qui fait que quelque part les gens pensent qu'on est contre le ministre. Parce que quand je viens de faire savoir que voilà, il y a des failles, et que malgré tout ça, tu veux me convaincre, peut-être que le ton va changer et tu vas prendre ça mal. Mais loin de vouloir dénigrer le monsieur, parce que mine de rien, il a la conscience d'un monsieur en qui nous tous on se reconnaît. Et nous tous on veut que le mandat de ce monsieur-là soit une réussite pour qu'on puisse se taper la poitrine. Parce que hier on a dénoncé d'autres, on a indexé d'autres, d'abrutir la jeunesse, de faire la promotion de l'alcool où la jeunesse plongeait son avenir dans l'alcool par manque de trucs d'avenir meilleur, par manque d'espoir. Et nous, on doit se taper la poitrine pour dire, voilà avec le mandat de ce monsieur, voici comment la jeunesse a évolué. Et pour finir, ils vont venir nous prendre des gens comme exemple qui sont même pas des exemples. Et on nous dit que oui, et les Ivoiriens, il faut qu'on les reçoive aussi, parce que toutes les autorités du pays sont au service de tout le monde. Et c'est ça on décrit. Parce que ceux qui se mettent au service de la nation, qui savent apprécier, mais qui savent critiquer parce qu'ils n'ont pas des trucs, ils n'ont pas les retombées du table pour pouvoir se taire. Et si c'est pour ça on doit se faire détester, alors ils n'ont rien compris au combat de ce grand monsieur-là. Quand on regarde des vidéos de celui-même qui se fait comme ça recevoir, quelque part qui va devenir peut-être un symbole pour pouvoir motiver la jeunesse ou une sensibilisation pour motiver la jeunesse, mais tu vois de ces vidéos de ce dernier-là où lui-même il reconnaît qu'il n'est pas parti à l'école. Ok, ça c'est pas un problème, on ne va pas le condamner pour ça. Mais lorsque ce dernier-là même encourage la jeunesse, oui, je ne suis pas parti à l'école là, il y a quoi dedans? Quelle est la leçon qu'on doit tirer dans ça? Parce que quand tu te vends, tu te tapes la poitrine pour dire que tu n'es pas parti à l'école, tu dénigres même l'école, qui est le temple du savoir. À pas amuser peut-être la galerie, mais celui-là, si un sujet de réflexion ou un sujet intellectuel, c'est là il va savoir que l'école est importante. Donc en un mot, qu'est-ce qu'on montre à la jeunesse? Ils n'arrivent pas à travailler alors qu'il y a des fonds qui sont débloqués et ils sont motivés par des exemples qui ne sont même pas des exemples pour construire une société. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire. J'ai fait voici ce que je pouvais avancer pour pouvoir interpeller les frères et sœurs et interpeller nos autorités aussi. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Et je crois que l'analyse a été très bien et tu as déjà dit ce que tout le monde pensait. Vraiment, merci beaucoup. Et on reste ensemble, comme on le dit. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire et surtout qu'il ouvre le cœur de ceux qui ont la dirigeance du pays pour essayer d'avoir un peu d'humanisme, pour essayer de pratiquer un peu de justice sociale. C'est vraiment important. Sinon, une jeunesse frustrée, c'est une bombe que nous nous mettons sur le dos et il ne faut pas demander la providence divine pour nous sauver. Il faut vraiment aider la jeunesse de façon sincère et de façon concrète. C'est vraiment important. Vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, cher frère. Et merci à tous les de la classe à travers les partages et les likes. Merci beaucoup. On va toujours sécuriser le direct. Merci beaucoup. Donc, je dis bon week-end à tout le monde. Et toi-même, tu passes aussi une très excellente soirée.
Allô? Allô? Oui, bonsoir, cher frère. Bonsoir, mon frère éclaireur. Comment ça va? Ouais, ça va. Ah, Dieu merci. Donc, on est encore en direct en ce jour Oui, et vous avez la parole. oui, en fait, aujourd'hui, j'ai voulu intervenir parce que Mhm, j'ai quand même beaucoup de griefs mhm, à l'encontre de plusieurs ministères. mhm, Je voudrais commencer déjà par le plus urgent. Le plus urgent aujourd'hui, c'est la crise, c'est la famine mondiale qui va s'annoncer bientôt. mhm, Parce que, compte tenu des crises, parce qu'aujourd'hui, le monde est un village planétaire éclaireur. C'est-à-dire, tous les pays sont liés les uns aux autres. Donc, même quand la maison de ton voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu. Sinon, si tu dis non, c'est pas grave, c'est pas chez moi, bon, quand le feu va finir de brûler là-bas, il va même brûler chez toi aussi. Donc, ce qui est un peu effarant, c'est que je n'ai pas vu de sortie du ministère de l'Agriculture parler de subvention des intrants, parler de ceci, parler de cela, parce que c'est comme si on manquait de vision. C'est comme si on attendait que ça tombe sur nous. C'est vrai que la Covid est tombée sur tout le monde, donc on a dû prendre des mesures d'urgence. Mais gouverner, c'est prévoir, en fait. Gouverner, c'est prévoir. Il faut toujours prendre une longueur d'avance pour ne pas être surpris. Et puis, parlant aussi du ministère de l'Agriculture, bon, pour moi, hein, le bilan au ministère de l'Agriculture, il est assez négatif. Parce que au lendemain de la prise du pouvoir du président Alassane Ouattara en 2010, ça fait aujourd'hui près de 12 ans, ou disons 11 ans pour être plus précis. L'agriculture, chez nous en Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'on est encore resté dans les années 60. Je ne vois pas de plan de modernisation de l'agriculture. Parce que dans tout corps de métier éclaireur, il y a la succession générationnelle. C'est-à-dire, les agriculteurs vieux vont laisser la place aux jeunes. Mais aujourd'hui, si on veut attirer des jeunes dans l'agriculture, il faut la motoriser, il faut la moderniser. Mais en Côte d'Ivoire, j'ai vu une prouesse du ministère du Transport pour renouveler le parc automobile. On fait des montages de véhicules en Côte d'Ivoire aujourd'hui et c'est une fierté pour notre pays. Mais les tracteurs agricoles là, j'ai pas vu son coin de montage. Ça aussi on ne peut pas faire. Alors que nous sommes un pays agricole par essence. Au fait, ne nous disait pas que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et aujourd'hui, cette situation a son sens aujourd'hui. Parce que imagine un pays comme la Côte d'Ivoire où on a plein de terres cultivables. Éclaireur, on importe 350 milliards de riz dans le pays. C'est-à-dire, nous, on achète 350 milliards, on importe 350 milliards de riz. Alors que nous, on peut produire du riz et faire de l'autosuffisance en riz. Et même importer dans les pays de l'Interland comme le Niger, le Mali ou comme le Burkina. Mais où sont passés ces valeureux Ivoiriens là qui, dans les années 80, 70-80, avaient l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance déjà en riz. Où ils sont passés? On n'a pas pu faire la succession générationnelle. Ces vieux travailleurs-là n'ont pas pu léguer leur sang aux jeunes qui ont suivi et petit à petit on a délaissé l'agriculture. Et aujourd'hui on est obligé d'importer ce qu'on mange. Et c'est grave quand on nous dit que sur nos marchés, dans les marchés d'Abidjan, la tomate vient du Maroc. Éclaireux. Pourquoi la tomate vient du Maroc alors qu'on peut faire des tomates chez nous? Donc ça, moi je trouve que ce bilan-là, il doit être décompté au titre du ministère de l'Agriculture. Parce qu'on ne peut pas demander au président Alassane Ouattara d'être ministre de l'Agriculture. Parce qu'au début de son quinquennat, si tout le monde, et de son mandat, si tout le monde se rappelle, il était président et en même temps ministre de la Défense. Parce que les problèmes sécuritaires étaient urgents. Mais aujourd'hui, tous les secteurs du pays sont en tension. L'agriculture devient un secteur urgent. Donc on va demander au président d'être président et en même temps ministre de l'Agriculture. Parce que, attends, si les ministres qui sont là, ne sont bons que pour le parti politique, mais il faut quoi au gouvernement? On ramène des gens qui veulent travailler.
Mais si c'est pour faire du bien pour le parti, mais ils restent au parti. Ils n'ont pas leur place au gouvernement. On leur donne des places dorées dans leur parti, ils font l'animation de leur parti, ils arrangent leurs militants, ils vont faire voter leurs militants. Ça aussi, c'est un rôle. Maintenant, s'il dit qu'il veut être ministre, il doit prendre toute la responsabilité de son ministère. Et là, il est aux abonnés absents. J'ai vu ici, au salon de l'agriculture ici, il était venu pour voir avec les agriculteurs français s'ils ne pouvaient pas, tu vois, et faire des échanges de compétences et tout, pour qu'ils puissent les utiliser là-bas. Mais est-ce que tu as entendu un communiqué de ce qui se sont dit, de ce qui s'est passé? Il était en mission pour le pays, donc quand tu reviens de mission, tu ne vas pas aller chuchoter dans l'oreille du président. Tu fais une conférence de presse pour dire aux gens, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on compte faire, voilà nos partenariats qu'on a liés. C'est ça qu'on appelle la transparence. Tant qu'on ne sera pas dans la transparence, mais on va toujours entretenir ce flou-là. Et on sera toujours étonné que ça ne marche pas, que les jeunes ils prennent la mer, que rien ne bouge, et qu'on va penser que même on n'a pas de jeunes agriculteurs, c'est pas vrai. Les jeunes agriculteurs, il y en a en Côte d'Ivoire. Mais les jeunes aujourd'hui là, ils ne veulent pas travailler avec la tabac et la machette. Les tracteurs là, on peut mettre à disposition. On a dit une fois que l'État n'a pas vocation à créer de l'emploi. C'est vrai. Mais lorsque c'est un emploi qui peut faire effondrer un État, l'État doit prendre ses responsabilités. Essayer de réorganiser la filière agricole là. Mais c'est de la responsabilité de l'État. Si on ne trouve pas d'investisseurs pour investir dans le domaine, mais que l'État, l'ANADE et les autres organismes qui s'occupent des paysans, là, qu'on leur confie d'autres responsabilités pour qu'ils puissent investir dans le domaine. Et ça, pour ça, moi je dis, il faut que le ministre de l'Agriculture se réveille. S'il ne peut pas faire le travail au prochain remaniement, qu'on l'envoie ailleurs, qu'on nous envoie quelqu'un qui peut faire le travail. S'il n'y en a pas aussi éclaireur là, on peut l'envoyer là-bas aussi. Et il peut aussi faire ce travail. Oui, on a besoin de nouvelles générations d'Ivoiriens qu'on ne connaît même pas, dont on ne connaît pas les visages, donc on n'a jamais vu, mais qui peuvent travailler pour leur pays. Ça ne va pas nous choquer. L'essentiel est que le travail soit fait. Ce n'est pas les noms que nous regardons. Hein. Non, je suis ministre depuis 25 ans, mais attends, ce n'est pas un métier, ministre, c'est une mission. Si la mission n'est pas remplie, mais tu dégages quoi. Voilà, les Ivoiriens comme toi, il y en a beaucoup. Et puis le prochain remaniement, si le ministre de l'Agriculture ne peut pas faire le travail, on l'enlève. Et puis maintenant, on va s'attaquer aussi au ministère de la Construction. Éclaireur. Il est important que le ministère de la Construction vienne nous dire, en 120 mois, ça fait 10 ans de règne, combien d'ACD il a pu signer en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il nous dise combien de personnes il a rendu propriétaires dans ce pays. Je ne parle même pas des logements sociaux, parce que ça c'est un échec. Mais ceux même qui ont acquis les titres de propriété là, ils sont combien? D'accord, nous dit ça. Cher frère, parce que je sais aussi, oui. Relativement à cette question-là, oui. Il y a quelqu'un qui est venu de façon limitée sur la plateforme et qui m'a dit d'aller visiter un site. Et quand je suis allé sur le site là, j'ai vu quelque chose qui m'a intéressé relativement à ce qu'on avait développé le dimanche passé. D'accord. Sur la question de l'article du 8 décembre 2021 là, où on essayait de reprendre les terrains urbains là. Et comme ça rentre un peu dans le cadre, je vais te demander peut-être 2 minutes pour lire la partie là rapidement. Vas-y. Et donc, les termes de ce décret concernent les terrains. Non, voici ce que ça dit. On dit, au dire du ministre de la Construction, le décret ne s'appliquerait qu'à un certain nombre de terrains, à condition, voici les conditions qu'il a exposées en ces termes. Les terrains sur lesquels aucune démarche n'a été entamée depuis 2013 pour une demande d'ACD. Dans un premier temps. Ensuite, il s'agit des terrains sur lesquels aucun début de mise en valeur n'a été constaté depuis 2013. En gros, tous les propriétaires des terrains urbains qui n'ont entamé aucune démarche en vue de l'obtention de l'ACD sur leur concession, sur leur parcelle,
ou qui n'ont pas entamé des travaux afin de mettre en valeur leur terrain, et ce, depuis 2013, sont sous la menace de ce décret et pourraient perdre leur droit de propriété sur leurs parcelles. En somme, tous les terrains sur lesquels des demandes d'actes de propriété ont été faites depuis cette époque et que ces actes aient été obtenus ou pas, ces parcelles ne sont pas concernées par la mesure, a clarifié le ministre. Percevant les inquiétudes de ses compatriotes, le ministre a indiqué que l'esprit de ce décret n'est pas de déposséder de leurs parcelles, mais de les encourager à entamer les démarches afin de faire établir des actes de propriété. Il s'agit également d'aider l'État à réaliser le système de gestion intégrée du foncier. Enfin, la finalité de ce décret vise à respecter la cohérence des plans d'urbanisme et éviter de créer des poches d'insécurité dans les villes, a expliqué le ministre Bruno Nabagné-Koné. Et donc, chers frères, c'est important, ce que tu disais là, parce que de 2013 jusqu'à nos jours, si le ministre reconnaît que certains n'ont pas pu avoir leur ACD, alors qu'ils en ont fait la demande, je crois bien que c'est ce qu'il a dit, que tous les terrains dont les demandes ont été faites sur la période 2013 jusqu'à aujourd'hui, mais qui n'ont pas encore reçu leur ACD, que ces terrains-là, on ne va pas les arracher à leurs propriétaires. Mais c'est ce que tu es en train de dire là. Ça veut dire que c'est une honte. Ça veut dire quand le ministre même dit que depuis 2013, il y a des gens qui ont déposé. Ça, c'est sur lui-même sa propre parole. Leur ACD qui n'ont pas eu. Ça veut dire que ce ministère-là ne veut pas donner les papiers. Ou même que ce ministère-là a failli complètement. Et ce n'est pas bon. Et en même temps, les raisons qu'il donne, par exemple, moi, je ne suis même pas d'accord. Quand il dit que si les gens vont faire les ACD, ça va éviter de créer des poches d'insécurité dans la ville. Ça veut dire quoi? Ah, donc quand tu as ACD là, quand une maison a ACD, donc ça fait de facto que ça devient une poche de sécurité. Pour moi, cette raison ne tient pas. Et on pourrait ainsi de suite essayer d'étudier et de revoir ça. Mais c'était pour venir confirmer ce que tu disais. Les gens n'ont pas les ACD. Et ce n'est pas faire la fierté quand même, ni du gouvernement, ni du ministère même de la construction. Il faut avoir le courage de se le dire clairement. Donc vous pouvez continuer. Donc, le ministre vient là d'avouer son échec. Parce que lorsque le ministre, en se défendant sur un plateau de télé, dit qu'ils ont tout fait, bon, c'était un représentant du ministre, dit qu'ils ont tout fait pour amener les signatures des ACD à 6 mois, je me demande si signer un ACD doit mettre, si signer un ACD doit mettre 6 mois, alors que ça fait combien? Ça fait 120 mois ou bien 100 combien de mois? C'est-à-dire le président 130 mois ou bien 120 mois que le président Hassan Ouattara est au pouvoir. Et que le ministre ait le courage de nous dire, depuis qu'il a pris fonction, combien de ACD il a signé. C'est-à-dire ça au moins, ça pourrait au moins dire aux gens, ah vraiment il travaille, mais c'est pas facile. Mais il n'a signé, il y a d'autres même qui disent, ça fait 10 ans ils n'ont pas d'ACD. Mais si le ministre était sûr qu'il avait vraiment signé des ACD, il allait nous le produire, mais il n'en a pas signé. Le ministre est en échec. Le ministre a pensé que le pouvoir du président Hassan Ouattara allait s'arrêter en 2020 et que eux, avec tout le foutoir qu'ils ont mis, ils allaient mettre le pays en toute illégalité, les gens allaient être dépossédés de tout ce qu'ils ont, et puis sans aucun recours juridique. Je pense que on n'a pas mis le président Hassan Ouattara pour qu'il soit plus fort sur les faibles, mais pour que l'état de droit soit appliqué à tous, que tu sois faible, que tu sois pauvre ou que tu sois misérable ou riche, il faut que l'état de droit soit appliqué à tous. Et là, ce ministre-là vient de prouver son incapacité à gérer ce ministère. Qu'est-ce qu'il fait encore là? Tout en sachant que lorsqu'on te confie une mission, c'est à obligation de résultats. Quand les résultats ne sont pas là, éclaireur, mais tu laisses le tablier. Hein? Allô? Oui, allô? Oui, oui. Oui, comme je disais, monsieur Bruno Nabagné-Koné a failli à sa mission. Il n'a pas pu
assurer la sérénité des Ivoiriens dans ce ministère, je ne te parle même pas. C'est-à-dire, nous ne sommes même pas encore entrés dans le sujet des gens qui se sont fait escroquer leur argent dans le cadre des logements sociaux. Ça, on n'en parle même pas. Mais on dit ce que eux-mêmes ils détiennent comme pouvoir. C'est-à-dire le manque même de pouvoir exercer leur pouvoir donc démontre qu'il n'a pas la capacité de gérer ce ministère. Mais Bruno Nabagné Koné n'est pas le seul cadre. Même s'il allait à l'école et puis il était brillant, mais quand on passe un examen là, c'est pas le premier seulement qu'on prend, hein. On prend les 20 premiers. Donc, nous allons prendre le 20e de sa liste là, on va le mettre au ministère là-bas, lui va faire le travail. Oui. Lui, Bruno là, nous allons l'enlever, comme lui il était premier là, il n'a pas pu faire là. Le 15e de sa liste promotionnelle là, dans l'école qu'il a fait là, nous allons le mettre là, lui va faire le travail. Mais est-ce que certains... Est-ce que ce n'est pas à cause du fait qu'il a marié la nièce du président? Ce n'est pas ce parapluie qui est sur sa tête? Là, on va rentrer dans le népotisme, mais on allait en parler. Parce que si le président continue d'avoir la main qui tremble, ou bien essayer d'acheter la paix sociale en bloquant les décisions de justice, ou bien en faisant en sorte que la justice ne réagisse pas, mais c'est une cocotte minute. Ça, c'est pas à l'honneur du président. C'est une cocotte minute, c'est-à-dire ce sont des ingrédients d'une explosion sociale que personne ne peut imaginer ce que ça pourra faire. Je continue de dégrainer parce que je vais arriver même sur un point social aujourd'hui. Hier à minuit ou bien quelle heure, quelqu'un m'a appelé. J'ai dit qu'il fallait qu'on en parle. Et on va en parler. Troisième ministère que je tenais à donner un carton rouge, parce qu'après le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Construction, il y a le ministère de l'Emploi jeune. Oui. Le ministère de l'Emploi jeune est un ministère qui est en échec. Aujourd'hui, on vient de nous montrer les entreprises où les gens ont commencé à travailler depuis que Agir pour les jeunes a commencé et que ça donne une certaine fierté. On ne parle pas des boutiques qui étaient déjà existantes. Hein. Ça, c'est pas l'argent là qui a fait ça. L'argent a agrandi la boutique. C'est pas pour ça qu'on donne l'argent aux gens. On vient nous donner, c'est-à-dire que ce soit une ferme, que ce soit, je sais pas, un élevage, ou bien que ce soit, je sais pas, quelle que soit l'entreprise. Parce qu'une fois, j'ai vu une dame qui faisait un témoignage pour dire, j'ai reçu 50 millions, maintenant j'ai industrialisé mon affaire, on n'a jamais vu l'industrie. Elle a rendu témoignage, mais on n'a jamais vu. 50 millions, elle a dit là, si c'est virtuel, si c'est ceci, on n'a jamais vu. Mais, attends, moi je ne pense pas que ce soit sur Internet qu'on peut venir défendre des gens alors qu'eux-mêmes ils sont réels. Alors qu'on peut prendre des gens, on peut aller visiter les endroits où les gens ont travaillé. Mais si ça c'est impossible, c'est que ce ministère-là, il est en échec. Qu'est-ce qu'il fait encore là? Oui, le président a beau l'aimer, mais s'il ne fait pas le travail pour lequel le président l'a nommé, mais qu'il le cache dans la présidence, qu'il lui donne un rôle de commis à la présidence et puis qu'on mette quelqu'un d'autre. Moi, c'est ce que je dis. Parce que tous ceux-là sont en échec et on les garde pourquoi? Ça fait que nous-mêmes, on est fragilisés souvent. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas défendre. Quand tu veux défendre, on dit, mais celui-là. Quand tu veux défendre, on dit, mais c'est ça là. Quand tu veux parler, on dit, non, mais pourquoi ça là? On ne peut même pas parler. C'est-à-dire que ça nous fragilise alors que c'est nous, toujours on parle pour le président. Donc il faut que le président nous donne les moyens de l'aider. Pas du moyen financier. Il n'a qu'à agir. Sa main n'a qu'à arrêter de trembler. Il n'a qu'à agir. Tous les ministres qui sont incompétents là, il n'a qu'à les mettre de côté. Comme ça, ceux qui vont arriver là, vous savez que c'est la compétence qui les a envoyés là. S'ils ne sont pas compétents aussi, ils peuvent partir. Donc ces trois ministères-là, véritablement, sont en échec. Le frère parlait d'entrepreneuriat tout à l'heure. Mais éclaireur, si tu regardes bien le modèle économique en Côte d'Ivoire, c'est un modèle qui est assez simple. Ça veut dire, tout de suite on dit, venez présenter des concours. Tu vois, tous les jeunes de Côte d'Ivoire vont présenter des concours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes, l'esprit d'entrepreneuriat, c'est-à-dire l'esprit de diriger des entreprises n'est pas encore véritablement consolidé dans la tête des jeunes. C'est-à-dire les jeunes veulent se mettre au service d'eux.
Mais quand tu vois ça comme ça, là, on peut développer d'autres modèles d'entrepreneuriat où les jeunes se mettent au service d'eux, mais tout en étant entrepreneurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire on met en place des agences dans lesquelles on va déposer tous les leviers. Quand un jeune t'envoie un projet, par exemple, et qu'il te parle de, je sais pas, n'importe quoi, il te parle d'un projet de livraison de trucs, comment on appelle ça, de nourriture, ou bien de livraison de ceci. Parce que ce que les gens oublient dans la conception des projets, et que dans tout projet, il y a l'administratif qui est derrière. Parce que si on veut faire comme Dougoutigi, et puis on pense que c'est faire la ferme là seulement qui est plus important, et qu'on lui donne l'argent de faire la ferme, mais qui va démarcher les clients? Qui va aller chercher les clients pour lui? Est-ce que lui-même il sait même que les poulets là qu'il vend là, c'est pas ferme, et puis les gens vont quitter chez eux là-bas à la maison pour venir prendre le poulet à la ferme, et puis non, c'est pas comme ça. Si vous voyez ce modèle-là comme ça, là, ce modèle-là ne peut pas fonctionner. Il faut des gens qui sont formés, qui peuvent aller chercher des clients, qui peuvent démarcher des grands hôtels, des restaurants, des cantines scolaires, un peu de tout. Et une fois que tous ces clients-là sont là, on dit à Dougoutiki seulement, toi, il faut produire, nous, on va vendre. Mais au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, on sait comment le truc fonctionne, on sait comment ça marche. Mais c'est fait pour durer, on peut engager d'autres jeunes. On peut créer même d'autres fermes. Mais tu prends l'argent, tu donnes à quelqu'un. Tu lui dis, bon, quelqu'un n'a jamais vu 100 000. Tu lui donnes 22 millions, mais va devenir fou. Va devenir fou. Tu ne l'encadres pas. Tu dis non, on l'a envoyé en formation. Mais la formation que tu l'as envoyée là, c'est pour aller suivre les poulets. C'est pas formation de commercial. C'est pas formation de comptable. C'est pas formation de manager. Tu l'as envoyé dans une formation pour aller suivre les poulets. Pour aller voir si les poulets ont froid ou bien s'ils ont chaud. Mais c'est avec ça, toi tu veux qu'ils gèrent la ferme? Non. Soit vous avez préparé l'échec ensemble pour pouvoir bouffer l'argent. Et ça, il faut qu'on nous dise. Et puis le problème de Dougoutigi, les gens pensent que c'est fini. Non. Il faut qu'on vienne nous faire le point. On ne peut pas donner 27 millions d'aides publiques comme ça à quelqu'un. Et puis ça passe comme si de rien n'était quoi. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire a tellement d'argent qu'on peut donner 27 millions à quelqu'un. Et puis il n'y a pas de bilan derrière. Tout le monde s'assoit. Ah, les jeunes là sont comme ceci. Non. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Maintenant, s'il se trouve que c'est toi le responsable qui a fait que ça n'a pas marché, mais tu démissionnes. Mais ça là, dans des pays comme la Finlande, tu fais ça là. Même pour un café, que tu as pris de l'argent public, dépenses non justifiées. Il y a des ministres qui ont démissionné ici, en Finlande. C'est-à-dire les pays de la Scandinavie, là, ils ne jouent pas avec ça. Mais ce sont ces modèles-là qu'on demande. Dans un pays où on est pauvre, il y a beaucoup de pauvreté. Vous allez prendre l'argent comme ça, l'argent public, et puis vous n'avez même pas peur. Ah, mais attends, vous n'avez pas peur de prendre l'argent? Non, ce ministère-là, c'est l'échec même des jeunes. C'est l'échec même de la jeunesse. Il faut enlever ces ministres-là. Si le président Hassan Ouattara lui-même il veut, là, il peut prendre ces ministres. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est le seul. Parce que la dernière fois, j'ai parlé du Premier ministre. Mais ce sont des dossiers que le Premier ministre peut prendre après le corps. Et puis, donner un nouveau souffle à ces gens de dossiers-là. Mais non, personne n'en parle. Il faut que le président lui-même vienne pour s'expliquer. C'est vrai que c'est lui qu'on a élu. Mais vous à qui il a fait confiance là, mais aidez-le à réussir sa mission. Et si c'est aussi compliqué? Non, ce n'est pas compliqué. Et quand tu es un ministre, et puis tu vois que véritablement, la responsabilité qu'on te donne est plus lourde que ton épaule, mais laisse tomber. Laisse tomber. Faut pas être secrétaire quelque part là-bas. Hein? Voilà des gens qui sont dans des partis politiques, dans les sièges là. Les gens qui travaillent dans leur siège ne sont même pas salariés. Mais il n'y a même pas de sérieux. C'est-à-dire, dans leur siège là, on veut que les gens n'ont qu'à être bénévoles. Mais comment les gens vont pas vendre à la carte? C'est-à-dire, le gars, lui, il est bénévole. Il doit vivre de bénévolat pendant que vous êtes en train de vous engraisser. Vous trouvez ça au moins juste? Est-ce que ça là, c'est de la justice? Ça, ce sont des militants que vous devrez salarier pour pouvoir entretenir
c'est-à-dire les locaux même de votre parti. Ça coûte combien? 200 000, 150 000 qu'on donne à quelqu'un parce qu'il est dévoué pour la cause du parti. C'est trop cher payer ça. Donc qu'est-ce que nous on doit, qu'est-ce que les Ivoiriens doivent attendre de ces gens-là? Des gens qui n'arrivent même pas à entretenir leur siège de parti politique. Ils n'arrivent même pas, c'est-à-dire même pas salarier quelques militants pour leur dire, bon écoutez, le siège là c'est vous qui vous en occupez, voici votre salaire. Et on peut faire ça de manière tournante. 6 mois, on change de militant, 6 mois, on change de militant. Comme ça, les militants au moins vont savoir qu'ils ont un parti pour lequel ils travaillent. Mais non, il n'y a même pas ce système-là. On n'encourage pas les gens. Eux, ils se mettent plein la bouche. Les autres n'ont qu'à se serrer la ceinture. Ils ont beau serrer la ceinture, maintenant ils n'ont plus de rien. Maintenant, ils flottent même dans du 36. Et c'est avec ça, on veut reconquérir le pouvoir d'État. Non, les militants, ça s'entretient. Un militant, c'est comme une femme. Si tu n'entretiens pas, mes chers amis, celui qui l'entretient mieux, il va aller là-bas.